Donc, je remercie beaucoup Adilson Borges d'avoir accepté d'animer, de fédérer cette table ronde, qui est très très bien préparée. Et je le laisse vous introduire les intervenants de cette table ronde, intitulée Transformation des métiers, les enjeux de la formation. Donc, ils ont un peu triché, ils ont eu les résultats de l'étude en avant-première, donc ils savent déjà ce que les jeunes pensent du secteur, où est-ce qu'ils veulent travailler, les enseignes qu'ils aiment, donc ils avaient déjà des petites infos en sous-marin. Bonjour à toutes et à tous, c'est un énorme plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui pour introduire cette table ronde justement sur la notion de transformation des métiers et les enjeux de la formation justement pour accompagner ces transformations. Alors, je crois que vraiment, je vais très rapidement introduire le sujet et puis vous présenter notre Dream Team de cette table ronde. Il y a même une chaise pour moi, regardez, vous êtes top, merci. L'idée vraiment, s'il y a un mot-clé à retenir, c'est le mot transformation. On est à l'aube d'une révolution majeure qu'on vit aujourd'hui dans notre société, la révolution digitale, qui transforme, ça c'est le mien, je suis venu, non, laisse-moi. Elle veut piquer mes notes, alors elle veut tester si j'ai bien appris mon sujet. Donc c'est vraiment la notion de révolution digitale qui transforme profondément, et alors évidemment j'avais le sourire là tout à l'heure parce que vous avez vu Carrefour non seulement reste le leader de la destination pour nos millennials, pour vous, je vous remercie tous les étudiants qui sont là dans la salle, hein, c'est vraiment un beau cadeau que vous nous faites, mais en plus quand vous venez travailler chez nous, qui vous goûtez avec un apprentissage ou un stage, et ben vous avez envie de rester. Donc n'hésitez pas, on a plein de stages d'apprentissage à ce moment, moi je cherche moi-même personnellement dans mes services, donc ça y est, la pub est faite, je savais que j'allais pouvoir glisser, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi à la fin. Mais enfin, en tout cas, sachez qu'on est dans une période de transformation majeure dans le secteur de la distribution. Parce que tout simplement, la révolution digitale qu'on vit aujourd'hui est une révolution qui change la société tout entière. Pour moi, elle est tout aussi importante que la révolution industrielle, voire la révolution agricole. Elle change profondément la manière dont on vit ensemble, nos démocraties fonctionnent, la manière dont on crée de la valeur ensemble dans nos organisations, dans nos entreprises. Et elle change évidemment du coup aussi les distributeurs, le commerce qui est toujours en proximité majeure avec ces changements de la société. Et donc le commerce doit s'adapter et doit se transformer parce qu'il est disrupté de partout, il est disrupté du côté de la demande parce que les clients, vous avez vu, changent, veulent plus de services, font de leur achat un acte aussi citoyen. Il change aussi parce que le côté de la demande, enfin le côté de l'offre plutôt change, là encore avec la révolution digitale et des nouveaux business models qui viennent disrupter la manière dont nos mécanismes commerciaux fonctionnaient hier. Et donc on en a vraiment un cadre de transformation majeure. Et pour y faire face, ceux qui pourront effectivement faire face à ces transformations, eh bien, c'est pas un secteur, on va dire, c'est les gens, et c'est les hommes et les femmes qui sont dans ce secteur qui pourront justement transformer les entreprises pour pouvoir y répondre. Et les hommes et les femmes, on parle donc des talents, on parle donc des métiers, et c'est vrai qu'on en a insisté les 10 dernières années, à la fois beaucoup de nouveaux métiers qui sont apparus. Chez Carrefour, on parle de data science, on parle des choses qu'on ne parlait pas il y a 10-15 ans. On parle de marketing, Philippe reviendra tout à l'heure, cette notion de choses qu'on ne faisait pas forcément il y a une quinzaine d'années. Donc il y a vraiment une révolution pour accompagner nos talents et du coup des enjeux de formation pour faire face à cette transformation majeure. Et c'est pour nous guider dans ces brouillards, c'est pour partager quelques idées sur comment on peut se diriger autour de cette transformation et comment on peut faire de nos talents plutôt des armes pour réussir cette transformation, que je tenais à remercier l'ensemble des participants de cette table ronde qui ont accepté l'invitation pour venir partager avec nous justement leur vision sur le sujet. Tout d'abord, et je vous demanderai de les applaudir à la fin si vous voulez bien, tout d'abord Philippe Moiti qui est professeur donc à l'université Paris Diderot et qui est cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation, OBSCO, et qui va nous porter un éclairage. Déjà, il va fixer le cadre, il va nous montrer un petit peu comment la distribution a évolué ces dernières années et en quoi justement ces transformations sont structurantes pour les années à venir et donc pour les talents qui nous chercherons à engager.
Et puis ensuite, Jean-Paul Ovrard, qui est Retail and Sales Teams Development Director chez L'Oréal, va nous parler un petit peu justement que cette révolution n'est pas simplement une révolution franco-française, mais c'est surtout et avant tout une révolution mondiale. Donc il nous donnera une dimension internationale qui nous permettra de voir un peu comment les autres distributeurs, enfin des players qui sont un peu partout dans le monde, traitent cette question et accompagnent ces transformations dans leur marché. Puis on poursuivra avec une dimension un peu plus justement formation, parce que là vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui chez nous, dans nos entreprises, pour accompagner à la fois sur le rôle d'accompagnement des talents chez nous, mais aussi par le rôle social qui est le nôtre, d'accompagner les hommes et les femmes à être toujours employables sur des marchés qui bougent, sur des métiers qui se transforment et qui parfois disparaissent. Donc on a une obligation sociale majeure d'accompagner justement ces transformations. Et là, on en aura un éclairage d'Aurélie Pérez-Aube-Patino qui parlera justement de ces questions sur comment on peut créer des expériences d'apprentissage plus innovantes, plus intéressantes. Aurélie, qui est chef de projet de formation chez Leroy Merlin. Et puis vous avez un dernier intervenant qui est mon ami Michel Tirapugno, qui est Global Business Unit Director chez Cross Knowledge. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y accompagne donc l'ensemble des organisations aussi dans leurs projets de transformation par le biais de la formation. Et d'ailleurs, il nous accompagne, nous, Carrefour aussi, et on lui doit beaucoup sur les programmes de transformation qui sont les nôtres. Voilà, donc vraiment une Dream Team. Donc moi, je voudrais avant d'adresser la première question aux membres de notre table ronde, je voudrais vous demander de les accueillir avec un gros applaudissement. Merci. Alors Philippe, moi je vais peut-être me tourner vers toi au tout début. Est-ce que je peux prendre l'autre micro, ça marche? Je voudrais me tourner vers toi, Philippe, pour te poser la question suivante. Est-ce que... Alors, on en a vu, on sait que c'est un secteur qui change profondément, c'est une vraie révolution qu'on vit aujourd'hui dans la distribution, mais il y a des fondamentaux que tu abordes assez bien, notamment sur la notion de cette transformation d'une ère industrielle à une ère plutôt de marketing de services. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments justement pour comprendre l'évolution du secteur de la distribution? Ça marche. Bien, merci. Oui, enfin, lourde tâche, hein, en quelques minutes, surtout que l'introduction était déjà un peu bien le décor. Bon, je vais dire une banalité, hein, je pense que on est tous à suivre un peu l'actualité de ce secteur. Moi, je suis frappé par l'accélération, vraiment une très 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 forte accélération. À la fois les infos d'actualité se succèdent à un rythme plus rapide, et c'est surtout la profondeur des changements annoncés qui me stupéfie. Alors, je ne suis pas plus étonné que ça, parce que en 2011, j'avais publié un ouvrage qui s'appelait la nouvelle révolution commerciale. Je trouve que voilà, on l'a maintenant sous les yeux. On en avait déjà les prémices, hein, pour qui savait observer. On savait qu'elle devait se produire. On était déjà engagé dedans. On pouvait anticiper la suite, et je pense que la suite est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc concrètement, pour moi, c'est carrément un changement de paradigme. Hein. Transformation, c'est trop court. Révolution, si on veut, carrément un changement de paradigme, avec tous les dangers que ça fait peser sur les épaules des entreprises, car on sait, quel que soit le secteur d'activité, que quand on change quand on change de paradigme, ça met à dure épreuve les capacités d'adaptation des organisations, et qu'il y a finalement assez peu d'entreprises centenaires au final. Je ne dis pas ça pour plomber l'ambiance, mais quand même il faut avoir ça à l'esprit. Alors moi je verrais deux grands challenges que je vais affronter aujourd'hui de la distribution, enfin les grandes entreprises de la distribution. Le premier, il me frappe, c'est une question de légitimité. Je pense que c'est un secteur et c'est des entreprises qui doivent reconquérir leur légitimité. Elles ont fondé leur légitimité dans le passé, parce qu'elles ont été des acteurs puissants, hein, de la démocratisation, de l'accès à la consommation, à un moment où ça correspondait à quelque chose. Ça correspondait à un besoin, une aspiration, aux valeurs de la société, tout allait bien. Et peut-être que c'est déjà un pont par rapport à la discussion sur les ressources humaines, sans doute parce que aveuglés par le quotidien, parce que manque de culture générale, des acteurs qui prennent des décisions, manque de clairvoyance, on n'a pas vu changer la société.
On n'a pas pu changer la société. Or, la société, elle a changé graduellement, elle ne change pas du jour au lendemain. On est sur le temps long, là. Mais au final, à force de petits changements, on se retrouve dans un paysage sociétal extrêmement différent de celui qui avait porté la légitimité de la grande distribution. Et aujourd'hui, toutes les enquêtes le montrent, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, c'est un secteur qui n'est pas légitime. C'est-à-dire que quand on pose des questions sur la confiance, on a deux secteurs qui sont à la traîne, enfin, qui suscitent massivement la défiance, en tout cas une défiance de principe, hein, et à l'égard d'institutions plus que des acteurs qu'individuellement. C'est le secteur de la banque assurance, mais quasiment à égalité, hein, c'est le secteur de la grande distribution. Pas loin derrière, et ça c'est plus nouveau, l'industrie agroalimentaire. Là aussi, ça doit amener à réfléchir. Donc il y a un problème. Il y a un problème, alors pourquoi ? Parce qu'en gros, ce que véhicule la grande distribution, c'est plus en phase avec ce qu'attend la société. Si je le dire de manière caricaturale, c'est Monsieur Plus, la grande distribution, et maintenant on veut Monsieur Mieux, quoi. Voilà. Donc le grand défi, hein, c'est d'arriver à choper ça. Et de se dire, bon, la saison 1 de la société de consommation est terminée, c'est un grand succès, on en a été des acteurs majeurs, il faut passer à la saison 2. Donc on vous a compris, et voilà. Alors, si on regarde les publicités, les prises de parole de tous les groupes de la distribution, manifestement, le message est passé, quoi. La question est de savoir, est-ce que c'est crédible ? Est-ce que c'est crédible ? Est-ce que ces entreprises qui ont une telle image, ancrée dans le passé profond, hein, est-ce qu'elles vont être crédibles lorsqu'elles vont annoncer qu'on agit pour la nourriture, en français, qu'on a des acteurs de la transition alimentaire, etc., enfin qu'on est formidable et qu'on a tout compris. On a un terrain actuellement, une enquête qui est sur le terrain, où on a précisément posé cette question-là. Face à ce beau discours des acteurs de la distribution, quelle est votre attitude ? Est-ce qu'en gros, vous pensez qu'ils sont sincères et ils vont y arriver, c'est du flanc, ou ils sont sincères mais ils n'y arriveront pas? Parce que c'est encore une autre question. Ça, rendez-vous l'année prochaine pour vous donner le résultat du sondage. Donc ça, c'est le premier sujet, et c'est pas un détail, parce que la légitimité, ça pose problème à l'égard des clients, ça pose problème à l'égard de toutes les parties prenantes, y compris les salariés. Moi, j'étais ravi de voir les chiffres que vous avez présentés tout à l'heure, pardon, je me tourne de mauvais côté. Mais votre échantillon est un tout petit peu biaisé, puisque vous avez des gens qui ont choisi de s'engager dans cette direction-là. Moi, j'ai un autre son de cloche, j'en parlerai peut-être plus tard. Pardon ? Pas tous. Ouais, ils sont quand même dans le champ. À peu près. Ouais, c'est ça. Ça biaise un tout petit peu. Voilà, ça c'est le premier défi. Alors le deuxième défi, il est majeur. À côté de la légitimité, qui est un enjeu social, sociétal, c'est un enjeu de changement de business model. Ça, tu l'as dit. Il faut changer de business model. Et en gros, ce à quoi est confrontée aujourd'hui la distribution, c'est un processus de plateformisation. Un processus de plateformisation qui prend deux formes qui aujourd'hui ont l'air très différentes, mais qui sont appelées, à mon avis, à converger. Il y a les places de marché, qui deviennent des points d'entrée, des points de passage obligés entre le consommateur et celui qui a quelque chose à lui vendre, que ce soit un industriel, qui est de plus en plus industriel, ou un distributeur, et on voit bien que ces secteurs sont en train de prendre un pouvoir considérable sur les filières. Ça, c'est la première branche la plus visible, la plus spectaculaire et la plus dangereuse, parce qu'elle est entre les mains d'un petit nombre de gros acteurs qui ont des moyens colossaux, et le nerf de la guerre, pour être bon là-dessus, c'est la data, hein, c'est la capacité à la capter et à la traiter. Et d'autre côté, plateformisation par la diffusion de modèles serviciels, où on cherche à faire rentrer les clients dans des écosystèmes qui se proposent de les décharger d'un certain nombre de problèmes. Voilà. Donc on va fédérer des biens et des services complémentaires, pour accompagner, donc on n'est plus dans la vente d'un produit, on est dans l'apport d'une solution. On en a déjà parlé ici même d'ailleurs. Ça revient à peu près au même, en fait, on offre une plateforme servicielle. Et si vous regardez bien ce que sont en train de faire les plateformes numériques, elles sont en train d'enrichir finalement leur intermédiation, ils vont converger progressivement vers des plateformes servicielles, de même que pour faire des plateformes servicielles efficaces et à des coûts raisonnables, il faut qu'elles comportent beaucoup de numérique, avec beaucoup de surtraitants qui viennent compléter la proposition de valeur. Donc ces deux modèles sont appelés à converger, mais ceci dit, dans un modèle de plateforme, il n'y a plus de distributeur. La figure du distributeur disparaît. Soit on est un intégrateur, soit on apporte une contribution sur le bouquet de l'intégrateur, mais il n'y a plus de distributeur au sens qu'on l'entend aujourd'hui. Donc c'est quand même un changement radical. C'est pas un détail. Et ça impose des nouvelles qualifications, des nouvelles compétences, je pense qu'on va en parler. Mais en amont de ça, d'abord une claire analyse des enjeux. Et je suis pas certain qu'elle ait été complètement réalisée. En tout cas, si c'est fait, ça fait très peu de temps. C'est tard, c'est tardif. Sachant l'ampleur des adaptations qu'il faut mener. Parce que changer de business model, c'est très compliqué. C'est l'ADN des entreprises. Au-delà des compétences humaines que ça réclame,
ça change toutes les routines. Ça change toutes les routines, la vision du monde, etc. Donc là, il y a un défi extraordinaire, et nous, qui avons la chance d'être des observateurs et pas des acteurs, on se régale, hein. On se régale, et on attend la suite du feuilleton avec impatience. Merci beaucoup, Philippe. Et effectivement, on a vu le mot disruption, le mot changement et transformation majeure. Moi, j'ai envie de me tourner vers toi, Jean-Paul, et te poser la question sur... Philippe nous a décrit un petit peu l'ensemble de transformation, des enjeux majeurs dans la distribution. De ton expérience, comment les distributeurs sont en train de se positionner par rapport à cette transformation, à la fois en France, mais aussi à l'international, étant donné ton parcours? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus là-dessus, s'il te plaît? Ma position elle est un petit peu délicate parce que je suis au milieu de grands experts de la distribution et nous, on est plutôt des débutants chez L'Oréal, donc je vais peut-être vous donner aussi le regard que peut porter un fournisseur ou des marques, parce que c'est un des points, je crois que c'est un des points les plus essentiels qu'il faut aborder. Et avant cela, moi j'étais vraiment intéressé par ce que vous avez sorti de votre étude, parce que quand on m'a parlé, moi j'ai dit que j'étais pas trop un expert de la distribution en France, mais qu'on pouvait peut-être aussi jouer un peu le regard entre ce qui se passe en France et ce qui se passe sur d'autres marchés. Et sur un échantillon de millennials finalement pas très important, il y a des choses qui sont apparues, que j'ai trouvées pour certaines très proches de ce qu'on observe au niveau global. C'est-à-dire, finalement, pour mes achats, je ne pense pas vraiment aller acheter dans des points de vente. C'est une chose qui ressort partout pour les choses qui m'intéressent. Alors, il y a Fnac qui émerge assez fortement pour l'électronique, ce qui m'a un petit peu surpris. Et cela étant, il y a déjà un shift qui est important. Donc nous, chez L'Oréal, on parle des grands shifts, ce transfert vers la consommation en ligne. Et l'expérience en ligne, elle est beaucoup plus importante que peut-être ce que l'étude montre. Donc nous, ce qu'on observe, c'est finalement, c'est le digital qui change tout. Et pour travailler assez régulièrement avec la Chine, aujourd'hui, les grands distributeurs chinois nous disent alors maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on va mettre les points de vente dans le parcours client. Et c'est peut-être là où vraiment, nous, on regarde les choses de manière plus spécifique. Quand j'ai vu les nuages de mots, client, ça ne paraissait pas en très très gros. On a vu beaucoup, création de valeur, on a vu beaucoup, organisation. Vous avez abordé des points importants sur la supply chain, qui est essentielle quand on fait du commerce en ligne. Mais les questions qu'on se pose, c'est vraiment vis-à-vis du client. Donc finalement, nous, on ne décide pas grand-chose. Nos retailers, les distributeurs non plus. C'est le client qui décide. Et aujourd'hui, toute l'énergie, on doit la mettre à essayer de comprendre ce que cherchent nos clients. Et alors, quand les millennials que vous abordez se transforment en clients, je les trouve vraiment sévères. Enfin, je vous trouve, parce qu'il y en a pas mal dans la salle. Je vous trouve vraiment sévère parce que les attentes vis-à-vis du point de vente, elles sont pas énormes, elles sont très fonctionnelles, et les attentes vis-à-vis de l'expérience en ligne, elles sont aussi très, très fonctionnelles. Donc, nous, ce qu'on voit, je travaille peut-être plus sur les marchés, entre guillemets, du luxe, puisque chez L'Oréal, je m'occupe des marques qui sont soit des marques de retail, soit des marques de luxe, donc qui sont plutôt vendues soit en grand magasin, soit en boutique exclusive, puisque nous, on a maintenant, alors on commence dans le métier du retail, on a des marques comme Kiehl's ou comme NYX qui sont distribuées en boutique, et on a 1 millier de points de vente à peu près sur la planète. Donc on apprend aussi le métier du retail. Et ce que l'on voit, c'est quand même qu'il y a des grands mouvements dans le retail. Les grands magasins ont été pendant des années, et là finalement, même si ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, les grands magasins, c'est assez proche de ce qui se passe aussi pour la grande distribution en France. C'est-à-dire que les grands magasins aux États-Unis, ils ont perdu, ça représentait les 2/3 à peu près de la distribution de cosmétiques qu'on appelle sélectifs sur le marché US. Les grands magasins ont perdu aux États-Unis environ 20-23 points de part de marché sur cette distribution-là. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez un grand magasin aux US aujourd'hui, ça ressemble à peu près à un grand magasin il y a 50 ans.
Ça n'a pas bougé, et ça a été toujours basé sur l'idée que on était là pour offrir le choix de produits, le choix des marques dans le meilleur environnement possible. Sauf que finalement, dans le grand magasin, quand on va aux États-Unis dans un grand magasin, on est harcelé par des vendeurs et des vendeuses. On n'a pas un accès libre aux marques, et l'expérience qu'on peut avoir en ligne, elle est bien meilleure pour la découverte des marques. Et s'il y a quelque chose que nos clients cherchent, c'est un contact direct avec les marques. Et c'est ça qui perturbe complètement l'écosystème, c'est que le digital a rapproché les marques du consommateur. Donc ça pose vraiment la question de à quoi sert le retail. C'est pas une question de comment est-ce qu'on peut faire mieux, c'est vraiment à quoi ça sert. Et alors c'est super inquiétant quand on voit que vous avez des millennials qui n'attendent pas grand-chose. Ça pose d'autres questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui achetaient en grand magasin, donc ils achètent en ligne. Voilà la délégation de millennials. Bonjour. Donc ils achètent en ligne, mais aussi il y a une montée énorme d'une forme de distribution qui est différente, qui n'existait pas aux États-Unis. C'est Sephora et Ulta qui sont deux distributeurs. Donc Sephora vous connaissez, puisque c'est une enseigne française qui a énormément de succès internationalement. Sans dévoiler de secret, c'est le premier retailer pour les marques de luxe sur la planète aujourd'hui, et donc très très fort aux États-Unis. Et puis une autre enseigne qui s'appelle Ulta. J'en parle un petit peu, pas pour parler des États-Unis pour le plaisir, c'est parce que ces deux enseignes, elles ont fait un super travail de retailer. La première chose avec Sephora, c'est un travail plutôt de curation de marque. C'est-à-dire, de dire notre sujet comme retailer, c'est d'être capable, et de faire beaucoup mieux que dans le magasin, d'être capable de mettre en avant des marques qui sont les marques qui intéressent les clients finaux. Ce sont des marques qui sont digital natives, c'est des marques qui sont des marques indépendantes, qui souvent ne sont pas chez nous, donc nous ça nous pose des tas de soucis. Mais Sephora a fait ce travail de créer un environnement, donc ils font un travail peut-être d'éditeur ou d'incubateur, et c'est la façon dont cette enseigne a pu disrupter le marché. Alors bien sûr, il y a une expérience en magasin qui est intéressante, il y a beaucoup de possibilités d'essayer les produits, de passer du temps avec des conseillers, etc. Mais au départ, et encore une fois, quand j'ai vu qu'il y avait peu de gens qui étaient intéressés par le métier des achats, je pense que c'est, vu de notre fenêtre, c'est un super métier dans la distribution. C'est être capable de sourcer, référencer des marques. C'est bien plus passionnant que le marketing, à mon avis. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, sur une marque comme Ulta, c'est plutôt un travail. Donc, Ulta, c'est une enseigne qui est un peu une enseigne de drugstore. Ça pourrait ressembler, pour ceux qui connaissent, à Boots au UK. Donc, c'est une enseigne de proximité, pas très luxueuse. Mais Ulta a fait un choix d'assortiment qui est de mettre ensemble des marques de luxe et des marques de grande distribution. Parce que quand on regarde le parcours client, on voit qu'il n'y a pas une cliente qui achète du Lancôme ou du Yves Saint Laurent, et puis de l'autre côté, une cliente qui achète des marques qui vendent des mascaras à 5 €. C'est la même cliente ou c'est le même client. Donc, de regrouper les deux, et nous, ça ne nous fait pas toujours plaisir, parce que pendant des années, ça nous disrupte aussi un peu dans nos convictions, dans notre vision du marketing, parce que pendant des années, on a travaillé à bien séparer les deux. Et puis, aussi un travail formidable, et là, il y a plus d'experts que moi dans la salle, sur l'emplacement des magasins. Alors, dans le luxe, on aime bien dire, on fait du magasin une destination, voilà, c'est pas on n'a pas besoin d'être dans des endroits où il y a énormément de trafic, puisque la marque est tellement intéressante, mais quelque part les gens vont venir, etc. Il faut être un petit peu modeste. Ce qu'on a appris avec Ulta, c'est qu'en venant là où les gens ont envie de faire leur shopping, avec des formats qui sont des formats plus petits, et ça aussi, je vois ça dans la grande distribution aujourd'hui, pour ceux qui vivent en ville, on a l'impression que les hypermarchés sont moins aspirationnels aujourd'hui et qu'on se dirige plus vers des points de vente de centre-ville. Et vous avez de la chance parce que M. Schulz, qui vient vous parler ce soir, est absolument passionnant sur ce sujet-là. Il y a vraiment un changement sur la façon dont on gère les emplacements. Et Ulta, c'est cette expérience-là. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous, parce que ça, c'est un énorme shift, et c'est aussi, vous êtes des experts de la grande distribution. Ce dont on parle, ça impacte toute la distribution. Ça impacte toute la distribution, y compris la distribution du luxe. Et le tout dernier point, c'est ce qu'on observe en Asie, en particulier en Chine,
où on a des acteurs aujourd'hui, donc pour nous au luxe, Tmall, donc le site, on va dire, très global du groupe Alibaba, et de l'autre côté JD.com, qui sont des enseignes qui, eux, abordent les choses complètement, de manière complètement disruptive par rapport à la façon dont on regarde nous. C'est-à-dire, je l'ai abordé juste avant, c'est-à-dire, on ne commence pas par voir comment le magasin en brick and mortar ou en dur va évoluer vers le digital. Là, on commence par le digital, et on essaie de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire avec un magasin pour que ce soit cohérent par rapport à un parcours qui est complètement digital. Tout à fait, merci beaucoup Jean-Paul. Et du coup, on n'a pas tout le passif justement qu'on peut avoir quand on vient de l'autre côté, qu'on a déjà des investissements très lourds. Alors moi, je voudrais faire le lien, commencer à faire le lien aussi sur la notion de talent et de l'importance des talents. Et je trouvais qu'il y avait une convergence extrêmement intéressante sur la vision de disruption du business model et du coup de la recherche. Je me tourne vers toi, Philippe, sur cette recherche qui était une recherche finalement de remettre le client au centre pour réimaginer la chaîne de valeur et voir comment nous, distributeurs, pourront demain retrouver cette légitimité dont tu parlais, ou retrouver le sens, la raison d'être, finalement, autant que partenaire dans la création de cette valeur-là. Du coup, ce qu'on voit aujourd'hui chez certains distributeurs, c'est une révolution majeure autour de la data, justement, quelque chose qu'on ne faisait pas beaucoup il y a fort longtemps, et face à la connaissance client qui est permise par l'énorme quantité de data, de données dont disposent des Alibaba, dont disposent des Amazon, on a investi massivement, on commence à investir massivement pour pouvoir créer cette intimité avec le client, et notamment en utilisant les bases de données. Et du coup, ma question, elle était plutôt de se dire, est-ce que cette société finalement, enfin cette demande pour une connaissance très fine de certains métiers qui ne sont pas forcément celui des distributeurs, fait que les talents qui vont pouvoir l'amener dans des organisations comme la nôtre traditionnelle sont de plus en plus demandés, et qui du coup, est-ce que cette guerre de talents ne serait peut-être pas forcément demain une source d'avantage concurrentiel pour les distributeurs? Oui, la question est multidimensionnelle, mais elle est extrêmement importante. Et puis ça doit amener à bien distinguer compétences individuelles et compétences collectives. Donc effectivement, de toute façon, pour construire une compétence collective, il faut déjà réunir des compétences individuelles. Et donc il est clair que les distributeurs doivent apprendre à faire des choses qu'ils ne savaient pas faire. Et qui se trouvent au cœur des nouveaux business models, même si on ne peut pas confondre le cœur et l'ADN d'un modèle. Enfin, c'est instrumental le numérique. Hein, le modèle ne se résume pas au numérique. Et pour pouvoir mettre en place ces nouveaux modèles, on a besoin du numérique. Donc il faut avoir des compétences en la matière, et on avait des compétences informatiques dans la grande distribution. Mais c'était loin d'être une compétence centrale, et ce n'était pas l'informatique dont on a besoin aujourd'hui. Donc fondamentalement aujourd'hui, on a besoin de gens qui sont capables de traiter les données. Et c'est une compétence qui se trouve aux convergences du marketing, on l'oublie trop souvent, hein, du marketing, de l'informatique, ça on l'oublie pas du tout, et de la statistique. Ça on l'oublie pas trop souvent. Mais c'est vraiment la combinaison des trois qui fait la force, et c'est pas si évident que ça. Et justement, les gens qui sont capables de réunir ces trois compétences sur le marché, il n'y en a pas beaucoup. Alors les formations se montent, hein, mais comme toujours, il faut attendre des montées, pour former les gens et les mettre sur le marché du travail. Donc ça veut dire qu'on se les arrache, ces gens-là. Et donc ils ont le choix. Donc déjà, ça fait monter les rémunérations. C'est pas très nombreux finalement à l'échelle des effectifs d'un groupe de la grande distribution. C'est pas tant un problème de coût, c'est une capacité à les faire venir. Et c'est là que je trouve le chiffre un tout petit peu faussement encourageant, parce que moi je dirige un master qui forme des chargés d'études et des consultants. Je peux vous dire que on a 15 ans d'ancienneté, donc j'ai pu voir une évolution, si vous voulez. Il n'y en a aucun qui rentre chez nous en se disant je veux faire carrière dans les études, dans la distribution. Jamais. Mais plus intéressant et significatif, ils ne veulent plus du tout aller chez Accenture ou dans les grands cabinets de conseil. Ça ne s'intéresse pas du tout. Ils veulent aller dans l'économie sociale et solidaire, ils veulent aller dans des petites boîtes, des startups où il se passe des choses intéressantes, ou alors carrément dans le service public. Hein. Donc ils veulent, c'est tarte à la crème, ils veulent du sens. Donc on retrouve la question de la légitimité que j'évoquais tout à l'heure. Quelle est la légitimité de venir engager ses talents pour Carrefour, dont la mission c'est de rémunérer son actionnaire, voilà. Quitte à empoisonner ses clients. Je force un peu là. Je force un peu. Donc il y a un problème, c'est ça, c'est une capacité à attirer. Admettons, je vais faire comme Bigard. Allez, admettons, ils sont chez vous.
vous allez voir un certain nombre de problèmes qui vont se poser. Le premier, c'est pas parce qu'on a intégré une compétence individuelle qu'on a créé une compétence collective. Après, il faut que ça soit compatible avec les routines, les modes de fonctionnement, etc. Pour l'instant, peu que je vois de l'extérieur, le pouvoir des groupes de distribution, il est resté dans la centrale d'achat. Donc si le marketing au sens large, équipé de numérique, ne prend pas le pouvoir, on restera dans une culture de l'achat. Alors j'ai beaucoup de respect pour les achats, hein, mais je pense que c'est pas la fonction majeure aujourd'hui, c'est pas la fonction la plus stratégique, alors que c'est le lieu du pouvoir. Si on ne change pas la culture et l'organisation en profondeur, on va coller une compétence qui n'aura pas cette capacité à influer sur le fonctionnement de l'entreprise comme elle doit le faire. Donc ça, c'est pas gagné. Allez, admettons qu'on a fait venir les gens compétents et qu'on est capable d'en faire une compétence collective. Ça commence à faire déjà beaucoup de conditions. On va casser quelque chose d'important dans la dynamique des entreprises de la distribution. Cette culture du pragmatisme et de la méritocratie. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir des organisations de techniciens. Et le pouvoir va appartenir à des techniciens. Je ne porte aucun jugement d'ailleurs en disant ça. Il faut bien comprendre quand même que ce qui a fait la force de ces entreprises, c'est le fait qu'on puisse partir tout en bas et d'arriver tout en haut. Alors ce qui réclame de la croissance d'ailleurs, plus de croissance déjà ça marche beaucoup moins bien, mais ça réclame aussi que finalement les métiers qu'on a tout en haut sont des métiers qui réclament de l'intelligence, du bon sens, etc., mais pas nécessairement une compétence hyper technique. Or les gens qu'on va faire rentrer et qui sont appelés à prendre le pouvoir, sinon ça ne marchera pas, c'était ma deuxième condition, c'est des super techniciens, quoi. Donc en fait le niveau va monter. Et on va casser cet ascenseur social qui a été l'un des éléments de la force de ces entreprises. Parce qu'on mobilisait une énergie humaine considérable. Parce qu'on savait que si on se défonçait, on montait. Là, on pourra se défoncer, on ne montera pas. Voilà. Ça sera beaucoup plus difficile de monter. Donc ça, c'est très important. Et dernier point, donc on va supposer que les trois premières conditions soient réunies. Est-ce que tout ça va permettre aux entreprises de la distribution de se doter des compétences collectives permettant de garder sa place dans l'organisation des marchés de consommation? Ben, j'en suis pas sûr, parce que quand même, face à eux, les distributeurs ont des géants du numérique. Et eux, cette compétence, elle est native. Elle est native. Et en termes de taille de bataillon, ou de régiment, je crois que c'est normalisé, de taille d'un régiment, enfin, vous avez compris l'idée, ils en alignent, même si on y met les bouchées triples, combien d'experts on va pouvoir mettre chez Carrefour en face des experts d'Amazon ou de Google, quoi. Et si on considère qu'on est ici dans une compétition et pas une concurrence, la distinction est importante. Dans la compétition, il faut être le premier. Si vous êtes le deuxième à un dixième, bravo, mais vous n'avez pas gagné. D'accord ? Là, on est dans une compétition où le temps compte, et donc la masse absolue compte. Là, je pense que c'est malheureusement déjà partiellement joué. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de conditions à réunir, ce qui fait que, bien sûr que c'est pas une condition, ma conclusion, c'est pas qu'il faut baisser les bras puis attendre que la mort arrive, hein, mais il faut au contraire passer le mouvement. Mais il y a quand même énormément d'obstacles à surmonter pour arriver à changer le moteur de la compétitivité de ces groupes. En gros, le moteur de la compétitivité a longtemps été la taille et la puissance. Là, ça doit être l'intelligence. Et le pari est loin d'être gagné. En tout cas, clairement, la force reposait déjà sur l'humain. Ça reposera encore sur l'humain, mais c'est pas le même humain. Voilà. Je pense que ça reposera justement davantage sur l'humain et sur la capacité de cet humain d'apprendre et de se renouveler encore plus rapidement. Et c'est peut-être un des éléments aussi chez les distributeurs, c'est qu'on a des profils justement qui sont des gens qui cherchent à se développer très rapidement parce qu'ils ont vu beaucoup d'évolutions au long de leur carrière dans nos entreprises. Et du coup, le rôle de la formation est d'autant plus important parce qu'on peut accompagner effectivement quelqu'un qui remplir notre promesse d'ascenseur social si on accompagne non pas sur le côté technique exclusivement, parce que cela fait partie, c'est une des dimensions, mais sur l'ensemble des skills qui sont importants demain pour diriger, pour en tout cas monter dans l'hiérarchie de nos organisations. Et du coup, le rôle de la formation est d'autant plus important. Et là, je m'y tourne. J'ajouterais juste un point. C'est tout à fait juste ce que tu viens de dire. Pas seulement la formation technique, parce que je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, la culture générale, dans les époques de transition comme celle que nous vivons, est absolument essentielle. Et moi, je suis assez effaré. Je produis des études et j'ai du mal à les écouter, je vous le dis clairement. Je suis effaré par le peu de temps et le peu d'importance peut-être que les cadres dirigeants accordent à leur culture, à la lecture, y compris à la consommation d'études, pour arriver à comprendre dans quel environnement ils baignent. Et si on ne prend pas de la hauteur, on se prend. C'est un problème social en fait.
Moi, je pense que c'est un problème en plus, ça pourrait être le sujet d'une table ronde en soi, parce que c'est un problème qui n'est pas simplement dans la distribution. On est dans une société aujourd'hui de consommation quelque part superficielle, où on va prendre rapidement ce qu'il est à prendre, et on va plonger de moins en moins dans les sujets qui sont complexes. On le voit dans nos démocraties, on le voit dans les choix qui sont les nôtres aujourd'hui, d'une façon assez récurrente. Alors, passionnant, je pourrais passer des heures là-dessus, mais je voudrais du coup revenir sur la notion de justement de comment on accompagne ces talents sur les différentes dimensions, les dimensions techniques, mais aussi les dimensions de culture générale. Et je me tourne vers toi, Michel, parce que je pense que là, pour le coup, dans cette transformation et pour accompagner ces talents, tu as vu beaucoup de programmes de transformation en termes de formation qui ont été très successful pour changer justement parfois des réalités et des organisations qui sont complexes. Est-ce que tu pourrais partager un petit peu avec nous quels étaient les programmes que tu as vu fonctionner chez tes partenaires, notamment chez les distributeurs? Oui, alors, avant d'aller dans les programmes, et ce que vous venez de vivre là, c'est à peu près en très accéléré mon quotidien. D'un côté, vous avez des analystes, des académiciens qui décrivent un environnement de plus en plus stressant, de plus en plus stressant, on va dire. Et de l'autre côté, il y a des gens qui flippent, voilà, chez L'Oréal, hein. Et ça finit dans mon bureau, voilà, avec mes équipes, et on leur dit, bon, comment on fait tout ça? On a bien compris que ça changeait. On était à un point A, il faut qu'on devienne le point B, et comment on fait? Et en réalité, on sort de toute une période, et là je rejoins beaucoup Philippe, sur le sujet où on parlait beaucoup de best practice. Voilà, c'est pour ça que je vais mettre un petit bémol sur les programmes qui réussissent. Les best practices, c'était de se dire que si une entreprise ou une organisation a fait quelque chose de bien, si on réplique à l'identique, on sera aussi bon qu'eux. En fait, ça fait longtemps qu'on en est revenu, hein, sinon on serait tous Apple et on serait tous super riches. Donc c'est plutôt une prise en compte des environnements, une prise en compte de l'environnement interne à une entreprise que l'on va essayer de faire évoluer de façon la plus agile possible. Dans le retail, donc, parce que chez Crossnet, je m'occupe plus particulièrement du secteur retail, luxe, cosméto, il y a une grande spécificité, c'est que effectivement, malgré ce qu'on a vu dans votre étude, Pauline, tout à l'heure, désolé, mais tout part du client. Et c'est une vraie spécificité sectorielle. Et votre client, il a beaucoup évolué, comme vous avez dit tout à l'heure. Il est devenu extrêmement volatile. Il est devenu paradoxalement de moins en moins fidèle et en même temps de plus en plus en quête de sens. Et il va rechercher de plus en plus, quand il achète, autant le produit que les valeurs que les producteurs et les distributeurs vont véhiculer. Alors, ça amène à quatre changements majeurs. Deux qui ne sont pas spécifiques au retail, hein, mais d'autres qui le sont plus particulièrement. Tout à l'heure, on a évoqué effectivement l'accélération. L'accélération, c'est vrai dans l'obsolescence des compétences, c'est vrai dans l'obsolescence des produits, mais c'est vrai également dans l'émergence des tendances et des compétences. Il y a 5 ans, vous avez vu tout à l'heure les métiers les plus attirants. Le community manager, il y a 5 ans, on ne savait pas ce que c'était community manager. Dans beaucoup d'environnements aujourd'hui, community manager, c'est déjà un métier qui n'existe plus. Hein. C'est assez has-been. Voilà. Ou c'est pour les quadras comme moi qui essayent de se repositionner. C'est également le bruit. Parce que quand vous voulez transformer les gens, transformer les organisations en transformant les gens, il s'agit d'attirer leur attention. Et ils sont surexposés aujourd'hui à de l'information, surexposés aux alternatives également. Aujourd'hui, plus personne ne suit un cours pour administrer correctement sa page WordPress. Vous allez sur le web, vous faites 3 clics et vous avez des tutoriels qui vont vous permettre d'administrer votre page web vraiment comme si on remplissait sa feuille d'impôt. Voilà, peu importe. Ça, c'est donc comment se faire une place dans ce monde digital avec beaucoup de bruit. Comment attirer l'attention des collaborateurs sur effectivement là où vous souhaitez les centrer. Ensuite, plus spécifiquement, dans la distribution, dans le luxe, le retail, etc., il y a une augmentation
exponentielle du nombre de références et du nombre de produits. Ça veut dire que de plus en plus, à une échelle globale, vos collaborateurs sont exposés à de plus en plus de messages aussi, à assimiler des innovations. Alors, je travaille beaucoup effectivement avec les équipes de L'Oréal. On s'est amusé à refaire sur 6 ans également le rebranding de tous les ans qu'ils font sur certaines gammes de produits. Voilà. Parfois c'est plus tous les ans en fait. Parfois c'est plusieurs fois dans l'année. Dans le luxe, aujourd'hui vous avez 4 collections minimum par an. Chez un grand du luxe originaire du Nord, vous avez aujourd'hui 2,8 produits nouveaux par jour qui arrivent dans les rayons, dans les stores, dans les corners. C'est impossible pour les collaborateurs d'assimiler tout ça et donc d'être aussi performants si on est dans une logique de top-bottom très directif, comme on a eu l'occasion de le faire jusque très récemment. Enfin, le quatrième point de disruption, c'est effectivement vos clients qui sont de plus en plus aujourd'hui informés. Pourquoi finalement ils n'attendent pas grand-chose des points de vente, c'est que quand ils y arrivent, à 89%, ils ont déjà été voir sur le web quel était le type de bosserie, quel était le type de composant dans la crème, voilà. Et ils savent parfaitement ce qu'ils doivent acheter, ils pensent en tout cas savoir très très bien ce qu'ils veulent acheter. Et donc le sujet, c'est pas forcément juste les réenchanter sur le point de vente, mais c'est que lorsqu'ils font la démarche de venir sur votre point de vente, finalement, dans votre magasin, dans votre hyper, peu importe, c'est finalement qu'est-ce qu'ils vont y trouver de plus, de complémentaire, qui vont les ramener sur le sens, qui vont les ramener vers une expérience, qui vont leur donner le sentiment finalement d'acheter quelque chose qui est en adéquation avec eux-mêmes. On a beaucoup cette conversation avec Adilson, et avant que M. Bompard ait pris les rênes du groupe Carrefour, on en parlait beaucoup sur l'alimentaire. Voilà, il y a des expériences extraordinaires quand vous allez aux États-Unis, hein, déjà on voyait ça. Vous arrivez sur un stand, sur un corner, et il y avait un type qui faisait la cuisine avec les produits que vous pouviez trouver sur le stand pour vous expliquer comment faire une recette plus saine, etc. Voilà, c'est des expériences que vous ne pouvez pas nécessairement avoir en ligne et qui vont être différenciantes lorsqu'on accueille les clients sur place. Donc une fois qu'on a dit tout ça, voilà, je vais essayer de faire vite, parce que sinon on est encore là à 16h30. Finalement, moi je structurerai les programmes qui fonctionnent en 3 grandes catégories. Et c'est comme ça qu'on travaille avec nos clients. La première chose, c'est les programmes qui accompagnent les collaborateurs finalement dans une meilleure appropriation, une meilleure compréhension, une meilleure adaptation à leur environnement. Et là, je prends une expérience extraordinaire. Donc, Adilson va me voir arriver, mais il a organisé le bus du digital. Le bus du digital. Donc, il a fait comme un certain candidat au présidentiel. Il a pris son bus, qui n'était pas au colza, lui, et il est passé d'un hyper à un autre pendant des mois pour familiariser les collaborateurs des hyper, des super aussi, et des super aussi, en garant son bus, c'est pas le sien, en garant son bus sur le parking, et il leur a fait passer une certification pour familiariser l'ensemble des collaborateurs au digital. Et on a eu des verbatims du type moi, un ordinateur, ça me faisait peur. Tout bêtement. Voilà. Avant d'être dans les grandes projections worldwide, digitales, disruptives, mobiles, il y a des gens qui ont encore peur de ça. Et si dans votre organisation, vous avez encore des gens qui ont peur de l'ordinateur, alors que l'on sait que les clients qui arrivent dans les boutiques, à 89%, sont déjà promenés sur le web, la plupart du temps, ça complique un peu les choses. Donc, first thing first, commencer là où il le faut. La seconde chose, c'est les programmes qui préparent les collaborateurs à faire face à des situations très opérationnelles, du type gestion des conflits, empathie, accueil des clients, qui bougent énormément, mais surtout qui leur donnent du sens, là aussi. Pourquoi je me forme, pourquoi je me développe? Tout simplement pour mieux vivre mon quotidien. Parce que, ici vous avez de la chance, mais en région parisienne, il y a des gens qui font 1h30 de transport pour aller travailler au carrefour de Drancy,
qui, s'ils arrivent stressés la boule au ventre et qui se font bombarder par les clients parce que vous n'êtes jamais assez nombreux, parce que vous n'avez rien pigé, parce que vous n'avez pas les produits en linéaire, c'est très compliqué pour eux. Donc on ne transforme pas une organisation sans commencer par l'humain, sans commencer par les rendre meilleurs là où ils sont. Et enfin, il y a des programmes qui sont ultra personnalisés. Les programmes ultra personnalisés sont les programmes qui vont travailler à partir de vos data, pour reprendre le terme de Philippe, qui vont essayer de vous accompagner, indépendamment de votre job, vers je vais résumer ça de façon très, très triviale, mais vers celui que vous aimeriez être. Dans votre job, mais peut-être dans votre vie, peut-être dans vos aspirations, parce qu'une vie professionnelle maintenant, c'est bon. Et quand vous arrivez à mettre tout ça, donc je suis store manager, je sais pas, je suis vendeur, je veux devenir store manager, je suis chef de rayon, je voudrais devenir finalement chef de produit marketing. Voilà. Ça, c'est ce que permet également le digital. Et quand vous arrivez à réconcilier les trois dans une proposition de valeur, dans une expérience d'apprentissage, parce que vous obtenez, c'est une organisation apprenante, des collaborateurs qui vont se sentir de plus en plus à l'aise pour apprendre, pour se développer. Et là, on boucle avec la loyauté à l'entreprise, l'engagement, parce qu'on sait que c'est l'environnement où on va le mieux se développer et le mieux répondre à ses propres aspirations. Merci beaucoup Michel. Je crois que développer justement le goût d'apprendre est quelque chose d'essentiel et c'est vrai que je crois que l'enjeu majeur de la formation aujourd'hui chez les distributeurs, c'est quand même cette notion de pouvoir accompagner, enfin c'est un enjeu d'attention quelque part. On est bombardé d'informations de partout, vous avez tous souligné. Si je prends Carrefour seulement, c'est 1 500 000 heures de formation tous les ans en France. On est 160 000 personnes qui passent en formation tous les ans. Et je parle de la formation, mais on en a à côté de ça toute la communication, on en a les nouveaux produits qui arrivent par les industriels, enfin bref, et on en a un bombardement d'informations qui viennent de partout, et donc susciter cet intérêt et pouvoir avoir cette attention et l'engagement pour pouvoir accompagner la transformation est sans doute un enjeu déjà majeur. Et justement, du coup, je me tourne vers toi, Aurélie, parce qu'on parle beaucoup de transformation, et puis je poserai la même question à Jean-Paul après, si tu veux bien. Jean-Paul, qu'est-ce que vous avez vu comme élément clé des formations qui arrivent justement à générer cette attention et qui arrivent à engager les collaborateurs et contribuer du coup par conséquent à cette transformation de nos entreprises? Alors, bonjour à tous. Donc moi je suis chef de projet, alors je suis désolée, je ne vais pas être aussi haute que mes prédécesseurs, hein. Plus opérationnel et terrain, et j'ai envie de vous parler un peu de ce que nous on vit chez Leroy Merlin, puisqu'on est dans la transformation, on vit cette accélération dont on parlait. Tout ce qu'on évoque aujourd'hui sont des choses qu'on vit effectivement actuellement, et puis la notion d'impact du digital aussi dans la formation. Ça fait, nous, donc moi je fais partie de l'Institut du développement Leroy Merlin. La formation aujourd'hui elle est portée et conçue par une dizaine de chefs de projet comme moi. On a la chance que la formation soit vraiment culturelle chez nous, avec 19 heures de formation par collaborateur en moyenne par an, une durée qui reste assez stable, même si effectivement on est de plus en plus à intégrer du digital et à former nos collaborateurs par ce biais-là. J'avais envie de rebondir sur des choses qui m'ont bien parlé dans ce que vous disiez. On a entendu obsolescence des compétences, on a entendu la notion de culture générale. Alors nous, on a chez Leroy Merlin un institut qui s'appelle Leroy Merlin Source, qui a pour objectif de comprendre quelles sont les pratiques de nos habitants, comment on habite, comment on vit à l'intérieur de nos maisons. Et c'est aussi des connaissances que de plus en plus on essaye de faire connaître à nos collaborateurs, justement pour favoriser cette culture générale. Comprendre notamment les notions de parcours omnicanal. C'est vrai que, tu le disais juste avant, allons chercher aussi finalement la plus petite connaissance auprès de nos collaborateurs. On a des collaborateurs qui effectivement, notamment par exemple au service logistique, effectivement l'ordinateur, c'est pas forcément quelque chose dont ils ont l'usage au quotidien. Nos conseillers de vente aujourd'hui sont tous en mobilité, mais c'était pas le cas il y a quelques années. Donc c'est vrai qu'on accompagne nos collaborateurs à travers une variété de parcours. Et puis nous-mêmes, on est impacté par cette accélération et la nécessité de repenser en permanence la façon dont on va former nos collaborateurs.
Donc chez IDLM, ça fait à peu près 4 ans qu'on a décidé de transformer la façon dont on va développer les compétences de nos collaborateurs. On a bien sûr toujours des formations présentielles qui sont au cœur pour apprendre à faire, à monter un mur, à changer une fenêtre, voilà les choses pour lesquelles nos clients viennent chez nous. Et puis la question qui se pose, c'est effectivement comment on leur apporte, et on permet notamment à nos conseillers de vente d'apporter à nos clients, de vous apporter ce petit plus pour lequel vous allez venir chez nous en magasin plutôt que de commencer de finaliser votre parcours d'achat sur Internet. Et ce petit plus, c'est notamment, c'est pas seulement cela, bien sûr, toucher les produits, etc., mais c'est notamment la capacité que va avoir le conseiller de vente à aller chercher derrière une demande que vous allez avoir sur un produit. Par exemple, si on prend un rayon que j'accompagne, donc je connais plutôt bien, qui est sur l'éclairage, quand vous arrivez avec une demande pour un spot, la question qui va devoir maintenant se poser, qu'il ne se posait peut-être pas avant, c'est effectivement, est-ce que vous avez déjà commencé votre parcours d'achat ailleurs, sur Internet, en discutant avec des amis, où est-ce que vous en êtes du coup de ce parcours d'achat? Et puis, ce spot, c'est pour le mettre où? Dans une salle de vente, dans votre salon? Enfin voilà, l'usage qu'il y a derrière que vous allez en faire, c'est pour éclairer quelle pièce vous avez envie de faire. Vous faites quelles activités dans cette pièce-là? Est-ce que vous voulez que l'éclairage que vous allez mettre va avoir un impact sur votre décoration? Parce que non, on ne proposera pas en théorie à nos clients les mêmes produits si vous souhaitez que le luminaire que vous allez installer soit transparent, n'apparaisse pas dans votre décoration, ou si au contraire vous voulez qu'il joue un rôle dans votre décoration. Et je vous dis tout ça pour vous montrer en fait que finalement derrière tout ça il y a un changement de posture, alors qui est notamment auprès des conseillers de vente, mais pas seulement, avec la notion d'usage. Alors j'avais envie de partager avec vous un exemple de parcours, ce n'est qu'un exemple de parcours, notamment qu'on a développé pour accompagner nos conseillers sur cette dimension de comment on passe de la vente d'un produit à la vente d'une solution. On a monté un parcours sur le thème du bien éclairer sa maison, un parcours qui est à la fois innovant, de mon point de vue en tout cas, sur le fond et sur la forme. Sur le fond parce qu'on adresse la pièce dans son entièreté, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, donc on ne part pas d'une typologie ou d'une famille de produits, mais bien du comment j'éclaire, bien éclairer ma cuisine, mon salon, mon extérieur. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'on parle davantage de lumière que de caractéristiques produits. C'est quoi un lumen? C'est quoi le nombre de lumens nécessaires sur votre plan de travail pour bien cuisiner sans vous couper, ce qui peut être un intérêt, n'est-ce pas? Et puis derrière ça, sur la forme, puisque c'est un parcours donc en 4 volets, avec un volet qui est sorti chaque année. Alors là, je rejoins ce qu'on entendait sur, on ne peut pas non plus s'attendre à ce que nos collaborateurs puissent passer 3 heures à se former, par exemple, en digital. Donc on doit aussi, nous, prioriser les sujets qu'on va adresser pour toucher vraiment le cœur du besoin. Donc, par exemple, on a structuré ce parcours en partant du besoin collaborateur, en disant c'est quoi la pièce la plus difficile à éclairer? Et c'est la cuisine, voilà, parce qu'il y a notamment l'éclairage technique. Donc on a commencé par là. Ce parcours de formation, il durait 1h30, on l'a lancé en format SPOC, donc une typologie de MOOC, et comme à l'époque ça se faisait donc il y a 3 ans, on le lançait chaque semaine avec des nouveaux modules en ligne, donc avec des vidéos, avec des quiz, en essayant de donner un petit peu ce côté ludique à la formation. Donc 1h30 répartie sur 5 semaines avec un gros plan de communication, on en reparlera, mais c'est un sujet quand même, la communication qu'on peut faire autour de nos parcours, à quel moment on lance, de vraiment se poser la question de la disponibilité de nos collaborateurs pour se former est vraiment important pour le succès de ce que nous développons. Et on a eu une vraie satisfaction puisqu'on a eu plus de 70% de taux de pénétration sur le premier volet et un peu plus de 50% sur le second. L'année dernière, on a décidé de changer le format. On est parti sur un parcours full digital toujours, mais plus classique, et on a constaté effectivement un taux de pénétration moindre. Alors du coup, cette année, on innove encore et on va adresser le dernier volet de notre série en format uniquement mobile learning. Pour conclure, j'avais envie de dire effectivement que dans la transformation dont on parle, moi, vu de l'intérieur, j'y vois une vraie opportunité de se réinventer, de faire les choses autrement. C'est super parce que, voilà, on se dit aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une nouvelle plateforme de digital sur PC, on peut se former en mobilité, on commence à faire des émissions en live qui nous permettent justement et qui sont plébiscitées par les magasins, avec qui on peut échanger en direct sur des sujets clés.
On produit la plupart de nos contenus justement pour répondre à cette réalité d'obsolescence des compétences. Les contenus qu'on produit aujourd'hui n'auront pas une durée de vie de 5 ans comme c'était le cas hier, donc on doit être capable de produire un peu, on va reprendre le terme du time to market, time to training est aussi important, donc on doit être capable en 3 mois d'avoir mis en ligne un nouveau contenu sur un nouveau produit qui sort et d'accompagner de façon très réactive nos collaborateurs. Et effectivement, ça c'est aujourd'hui. Demain, ce qui est en train de nous occuper et notre next step, c'est de se dire comment on va faire en sorte justement en down to top ou en down to down, mais faire en sorte que les savoirs ils sont pas justement gardés par certains. Aujourd'hui, les savoirs ils sont à tous les niveaux de l'entreprise. Et donc notre sujet du moment, c'est comment faire en sorte que chacun puisse transférer ses connaissances à tous. Donc un super chantier que nous on appelle se former à 27 000. Et puis demain, qu'est-ce que ce sera? La feuille de route n'est pas encore écrite, c'est à écrire et c'est ça que moi je trouve, en tout cas de mon point de vue, dans les transformations dont on parle. Merci beaucoup Aurélie. C'est vrai que le peer-to-peer, c'est un des sujets, je pense, qui sont assez passionnants. Jean-Paul, est-ce que tu peux partager avec nous tes observations sur les innovations qui marchent aujourd'hui dans l'accompagnement et formation dans le retail? Ce qui est génial avec Leroy Merlin, c'est qu'en fait, c'est un énorme, on en parlait juste avant, c'est une énorme source d'inspiration pour nous dans la beauté. Ça vous semble un peu bizarre, mais... Non, mais en fait, j'ai peu de choses à ajouter parce que il y a des... Dans l'approche que tu as mentionnée, c'est il y a la question des formats courts. Moi, je le dis, en synthèse pour nous, c'est un énorme changement. Ça a l'air bête dit comme ça, mais on est dans des métiers où on réfléchit longtemps, on aime bien faire des choses qui soient assez sophistiquées, bien faites, en plus dans un univers où évidemment l'esthétique c'est important. Et tout d'un coup, il faut qu'on produise très vite des choses qui vont être assez éphémères. Un point que tu as mentionné aussi, comment est-ce que on peut, et alors ça disrupte un peu le métier de la formation, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les collaborateurs qui ont un savoir-faire le partagent avec les autres. Donc tout d'un coup d'équipes chez nous qui sont des gens qui sont habitués à concevoir, designer, en design de programmes, c'est très beau, etc. Tout d'un coup ils se retrouvent à être plutôt dans un rôle d'intégrateur, d'animateur, de gens qui ne sont pas des gens de la formation, mais qui ont un savoir-faire qui est bien supérieur au leur. Donc c'est un gros travail sur la posture et sur la façon dont on définit son rôle dans l'organisation quand on est dans le métier de l'information. Donc ça, c'est la partie où vraiment ça se rejoint. Je trouve intéressant aussi, au travers de ce qui était mentionné, un point que j'ai abordé tout à l'heure, le rôle du retailer, le rôle du distributeur. C'est pas forcément d'être capable de restituer du discours de marque, c'est d'amener de la valeur ajoutée. Nous, on regarde beaucoup un distributeur qui est sur un autre univers qui est Apple. Quand on va dans un Apple Store, si on enlève, si vous allez voir un Apple Store la nuit, par exemple, c'est nul. C'est une pièce comme celle-ci, il y a des tables en bois, il y a des ordinateurs posés dessus. En revanche, il y a une approche pédagogique qui est formidable. Donc, le personnel qui est sur un point de vente Apple vous apprend des choses. C'est pour ça que vous devenez accro. Si je regarde les ordinateurs, c'est pas mal. C'est 1 sur 2. On devient accro assez vite, mais parce qu'on apprend des choses. On sort du magasin, on est un peu moins bête. Et dans ce sens-là, quand on va aujourd'hui dans un point de vente qui font des produits cosmétiques ou de la mode ou du luxe, si on a appris des choses en sortant, on va être beaucoup plus engagé sur la marque. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte que nos équipes soient capables de passer d'un rôle qui était d'être hyper technique et précis sur les produits qu'ils vendent à vraiment mettre de la valeur ajoutée, et ça c'est une piste, je pense que c'est une piste assez optimiste. Donc des formats courts pour toutes les équipes terrain, et je crois qu'il faut bien distinguer aussi le travail qu'il y a à faire dans une entreprise comme la nôtre sur les équipes qui sont entre guillemets des équipes de siège. Et là effectivement il y a une question de culture, de connaissance générale qui est très importante. Moi on vient souvent chez L'Oréal, je ne devrais pas dire ça, mais on vient me demander, est-ce que tu as un truc genre le retail pour les nuls? Alors, on n'est pas trop de gens nuls chez nous, mais c'est un peu vrai. Et la réponse de formation là-dessus, c'est non, on va pas passer une matinée à regarder des PowerPoint avec des experts qui vous parlent de qu'est-ce que c'est que le retail. Donc,
gros changement, je sais que tu travailles là-dessus aussi, on organise de plus en plus des Learning Expeditions, on organise, alors selon les niveaux dans l'organisation, bon, c'est pas forcément hyper nouveau, mais la façon dont la formation l'intègre et le stratégise, ça c'est assez récent. La transformation digitale chez L'Oréal, elle s'est faite parce que Lugomira Rocher, qui a été recruté il y a quelques années comme Chief Digital Officer par notre président Jean-Paul Agon, a emmené tout le COMEX dans la Silicon Valley pour qu'ils rencontrent leurs homologues dans des entreprises de nouvelles technologies, dans des entreprises qui ont disrupté, ou dans des startups. Et c'est comme ça qu'on a eu la prise de conscience. Et depuis, on est en train de cascader dans l'organisation des temps forts comme ça. Alors la différence entre cette chose-là bien faite et pas mal faite, c'est que on peut envoyer des gens sur le terrain, et on le fait évidemment tous autant que possible, et surtout les gens qui n'y vont pas souvent. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout qu'il puisse y avoir une conversation, une discussion, une confrontation d'idées avec des managers de ces entreprises qui sont différentes, qui sont soit des entreprises de retail, soit des entreprises qui ont disrupté le retail. Donc ça, c'est vraiment l'axe sur lequel on travaille beaucoup avec les gens qui sont au siège. Donc c'est pas de l'innovation, c'est plutôt... l'innovation, c'est peut-être de revenir à des choses un peu plus simples. Peut-être un point pour connecter avec ce qu'on avait dit, c'est qu'on a aussi un grand sujet qui n'est pas directement un sujet de formation. Et là, Philippe, je rejoins vraiment le point sur la data. C'est que alors c'est un énorme enjeu. On récupère beaucoup de données, et comment est-ce qu'on fait pour que ça améliore l'expérience client en point de vente? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la data, elle est remontée, elle est traitée de manière très sophistiquée. Effectivement, il y a une émergence d'une génération de gens qui sont techniquement très forts, qui ont beaucoup d'influence dans l'entreprise, qui coûtent très très cher, mais qui sont très loin du client finalement. Et je dois dire que il y a un enjeu pour nous, donc pour toute cette génération de nouvelles compétences qu'on intègre dans les entreprises, de comment est-ce qu'on les fait travailler sur la prise de conscience de la finalité, sur quoi ils travaillent. Et finalement, d'amener de l'empathie, c'est un mot qu'on a mentionné tout à l'heure, de l'humanité, pour des gens qui sont potentiellement de dangereux technocrates dans nos organisations. Et comment est-ce qu'on fait pour que la data soit beauty advisor friendly ou conseiller friendly, et surtout reviennent à une vraie préoccupation de l'amélioration de l'expérience client. Merci beaucoup, Jean-Paul. Alors justement, on parlait d'innovation, on parlait de data, on parlait de digital. Moi, je voudrais insister, Michel, si tu veux bien, sur la notion de digital, parce que le digital peut être aussi un vecteur majeur, quand bien utilisé, pour améliorer l'expérience du learner, pour améliorer l'expérience de l'apprenant. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui de plus en plus dans toutes nos organisations. J'aimerais que tu partages quelques éléments là-dessus avec nous, s'il te plaît. Oui, bon. Paradoxalement, en fait, plus l'environnement... et c'est pour ça que je souriais beaucoup lorsque tu parlais, parce que j'étais en train de me dire, si ça continue, tu vas vraiment venir bosser chez nous. Mais paradoxalement, plus l'environnement se digitalise, plus il est teinté de technologie, et finalement, de moins en moins, et c'est vraiment des conversations que nous avons avec nos clients, de moins en moins, l'outil devient le problème. Plus il évolue, cet outil, plus il devient agile, plus il devient pervasif, c'est-à-dire qu'il est facile d'accès, parce que le vrai sujet de la connaissance, il s'est traité en deux étapes majeures. Une qui est en train de se terminer, qui est l'accès à l'information, l'accès à la connaissance. À une époque, on allait prendre des cours de macro-éco dans des amphis comme ça. Et ensuite, on essayait d'en faire quelque chose une fois qu'on arrivait dans le monde réel, le monde du travail. Le sujet de l'accès à l'information, aux analyses très puissantes, il est résolu, à peu près dans tous les continents. Aujourd'hui, le sujet, ça va être essentiellement les sujets d'impact. Les sujets d'impact sur l'individu, sur l'organisation, sur les marchés. Et c'est un vrai challenge. Parce que, je prends une industrie qui n'est pas dans la salle. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est parce qu'on va former des managers au leadership que Renault va vendre plus de voitures?
Si la voiture elle est moche, elle est moche. Et pareil pour les chaussures. Ça marche aussi, ça marche pour d'autres produits. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'organisation va être plus en mesure de se remettre en question, d'évoluer, de traiter cet échec, de se remettre en question, de se remettre en jambes, que les cycles de production vont se réduire, parce que les gens sauront mieux collaborer entre eux, sauront mieux identifier les failles, et améliorer et proposer une nouvelle proposition de valeur qui n'intègre pas que le produit, mais également une expérience complète qui peut cette fois-ci rencontrer le client sur le marché. Alors, quand tu parles du digital, effectivement, le digital, c'est à la fois ce que je vous ai dit, ça devient un outil, mais c'est également le levier ultime. Pour un grand groupe de cosmétiques qui, effectivement, se dit soudainement qu'il serait bien de vendre différemment ses produits sur le marché, et qui a 1,5 million de beauty advisors à travers le monde, qui sont pour partie des collaborateurs, pour partie des collaborateurs de distributeurs, et parfois même sur certains marchés, des collaborateurs mis à disposition de distributeurs. Là, vous avez deux solutions. Vous avez la solution où vous les prenez 10 par 10, vous les mettez dans une salle, 1,5 million, je vous laisse imaginer le temps que ça va prendre, et vous avez la possibilité de créer des dispositifs globaux, s'appuyant très largement sur le digital, qui vont permettre de piloter la vitesse d'appropriation de nouvelles méthodes de vente, qui vont permettre de piloter la vitesse d'appropriation des nouveaux produits, de monitorer ça et de fine-tuner ça, donc d'adapter ça aux spécificités de chacun des marchés, peut-être même de chacune des zones de chalandise, et de façon ultime, de se dire également que finalement, il y a du temps cette fois-ci que l'on peut accorder à ces beauty advisors sur les points de vente pour faire plutôt de field coaching que de faire du top-bottom. Un deuxième exemple, c'est effectivement, je le disais Aurélie, on a le choix entre continuer à essayer de gagner cette course à l'échalote sur la production de contenu, sur la formalisation, la modélisation des compétences, des connaissances, etc. Et effectivement mettre à contribution toute l'organisation pour produire dans des frameworks, avec de la méthodologie, avec un accompagnement, mais produire eux-mêmes au plus près leur propre programme de formation, leur propre élément de partage dans les organisations pour accélérer effectivement là aussi la distribution des connaissances. Très bien, merci. Merci beaucoup Michel. Aurélie, justement, le digital aujourd'hui chez Leroy, il y a quelque chose qui est utilisé à fond dans les programmes de formation. Toi d'ailleurs, tu es une spécialiste du blended learning. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de l'utilisation que vous faites aujourd'hui du digital? Déjà j'ai envie de dire que le digital, c'est à la fois le digital tout seul, mais c'est et beaucoup le blended learning. On se rend compte effectivement que ce qui est très plébiscité par nos collaborateurs, c'est d'avoir en amont les briques théoriques de façon assez rapide, comme ça c'est condensé, je peux le faire dans mon magasin. Ils aiment de plus en plus, la classe virtuelle est un format qui commence à fonctionner, surtout quand derrière je sais que je vais aller en salle, que je vais pouvoir expérimenter, toucher les produits, et ça leur plaît beaucoup. Donc effectivement, comme j'avais commencé à le dire, sur le digital, on a aujourd'hui une plateforme e-learning et on a également une plateforme de mobile learning. Alors notre nouvelle plateforme de e-learning, on l'a montée il y a 2 ans. Notre plateforme de mobile learning est toute jeune, elle a tout juste 1 an. Et le choix qu'on a fait, c'est de faire en sorte que l'expérience d'apprentissage sur le mobile soit différente de l'expérience d'apprentissage sur l'ordinateur. Donc les contenus qu'on développe pour le mobile sont spécifiques, beaucoup plus. Ce sont des capsules, on parlait de format court, là on est vraiment sur des formats très courts de 10 minutes maximum, parce qu'on sait qu'on n'a pas la même façon de consommer l'apprentissage quand on est en mobilité que quand on est sur l'ordinateur. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, je voudrais ouvrir quand même aussi le débat un peu à la salle. Si vous avez des questions, levez le bras, moi j'ai un micro, je peux m'approcher. La première question étant toujours la plus difficile. Ça prend un peu de temps pour avoir du courage. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à nos participants? Oui.
Bonjour, Madeleine Besson, Institut Mines Télécom Business School. Je vous ai entendu avec intérêt parler de vos objectifs d'apprentissage peer-to-peer dans vos organisations. Ce qu'on constate aussi, pas forcément dans vos métiers, mais dans d'autres métiers, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les communautés épistémiques, des communautés qui se sont créées sur justement ces réseaux digitaux et qui deviennent le lieu d'apprentissage de savoir. Est-ce que ça existe chez vous? Je ne sais pas, ça existe dans les métiers de la santé, ça existe dans les métiers de l'informatique, bien entendu, puisque c'est là que ça vient. Et comment est-ce que vous envisagez cette constitution de connaissances dans des réseaux qui ne sont pas dans vos organisations? Aurélie, peut-être tu peux commencer. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les réseaux officiels et puis il y a les réseaux non officiels. En ce qui concerne les réseaux officiels, on a effectivement ce qu'on appelle chez nous Unity, donc qui est notre Facebook interne. Et quand on monte des parcours de formation au long cours, ce que nous on appelle les cycles, notamment pour intégrer nos nouveaux collaborateurs, comme ça se déroule sur un an, il y a toujours une communauté sur laquelle on va poster les contenus et où on les incite effectivement à poser leurs questions et les formateurs viennent et interagissent avec eux. Et donc c'est une façon comme ça de faire continuer l'apprentissage entre deux périodes de formation. Puis il y a les communautés moins officielles, certaines ont été montées historiquement, on en a une sur le sol par exemple qui a 10 ans, qui est sur Facebook, qui est animée par un de nos partenaires formateurs, et là même les chefs de produits y vont, c'est-à-dire qu'il y a tellement de connaissances sur ce Facebook là, que du coup ils sont connectés en permanence, ils regardent les questions qui sont posées, ils regardent les réponses qui sont apportées. Donc effectivement, ces réseaux-là, en fait, ils nous échappent complètement et en fait, c'est très très bien. Et on ne cherche pas du tout à les intégrer chez nous parce que nous, on a plutôt du mal parce que c'est pas encore aujourd'hui une compétence qu'on a sur le community management au niveau de nos communautés. On n'est pas très fort là-dedans. Donc finalement, ça nous va bien qu'il y ait des communautés plutôt animées par les collaborateurs et avec nos formateurs qui font ça très bien. Et sur la partie plus peer-to-peer, aujourd'hui on est en réflexion, donc on a envie de créer ces communautés d'experts. Pour le moment, j'ai pas encore la modélisation puisqu'on est en réflexion. Merci beaucoup. Michel, Jean-Paul. Joker. À ma connaissance, pas dans notre univers, pas de communauté réellement organisée. Quand je vous écoute, on n'est pas dans la communauté, mais on est aussi dans la question de comment est-ce qu'on se développe et on se forme. Pour les dirigeants, c'est essentiel que nous, on accepte. Alors, et on peut aussi aider, faciliter, accompagner, mais de manière très discrète. Les cadres seniors, les dirigeants, à faire partie de clubs, de groupes dans lesquels ils vont s'enrichir personnellement et aussi qui peuvent enrichir. Donc ça, on va dire, on n'est pas extrêmement moteur, mais il faut qu'on le facilite et il faut qu'on soit assez transparent là-dessus. Mais il faut respecter aussi le fait que les gens n'ont pas forcément beaucoup envie de partager après en interne ce qu'ils y apprennent. Et puis, bon, c'est un peu tarte à la crème, mais on a un concurrent direct, c'est LinkedIn. On apprend plein de choses. Donc, quand on parlait de l'importance de développer une culture générale sur une industrie ou un univers dans lequel on est, on sait très bien que cette façon d'apprendre et de s'enrichir, elle passe par l'utilisation de réseaux professionnels comme ça, et ça fonctionne très très bien. En fait, tu as dit un truc très important, c'est qu'effectivement, c'est un vrai changement de posture pour les organisations vis-à-vis de leurs collaborateurs. En plus, on est de moins en moins dans du top-bottom, de moins en moins sur une volonté de structurer ou de complètement intégrer, hiérarchiser les choses. Sur les sujets des communautés, il y a deux trucs qui sont très importants. La première, c'est que c'est pas parce que vous mettez 300 personnes dans une salle qu'ils font la fête ensemble. C'est à peu près la même chose dans les communautés. Beaucoup d'entreprises se sont mises à décréter qu'il fallait faire une communauté de techniciens, par exemple. En fait, ça ne marche pas. Donc, en revanche, en parallèle de ça, coacher, mentorer, accompagner des communautés émergentes, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur des communautés, aujourd'hui, c'est possible. Les technologies sont pervasives. Donc, on ne va pas faire un débat technologique ici, mais en gros, on peut tout à fait accompagner des communautés qui se créent sur Facebook
D'ailleurs, Facebook a une offre entreprise aujourd'hui, et qui permet d'agréger l'ensemble des données, de l'émergence des tendances que l'on voit, parce que c'est également ça, le fait de dire on n'est plus en top-bottom seulement, mais en bottom-up dans les organisations. Ça vous donne une richesse incroyable en termes de data. Vous ne pouvez pas anticiper les tendances, vous ne pouvez pas anticiper ce qui intéresse ou n'intéresse pas une communauté, une fédération d'intérêts individuels. C'est très très difficile, et donc si vous mettez en place en revanche ce que j'appelle moi une organisation organique de ces communautés ou de ces liens interpersonnels, eh bien on va arriver à beaucoup plus enrichir l'organisation pour, une fois de plus, alimenter cette amélioration continue de l'organisation plutôt qu'essayer absolument de la figer ou de la clarifier. Merci beaucoup Michel. Alors vous voyez bien que les organisatrices là, s'agitent un peu parce qu'on arrive à la fin de notre table ronde. Mais je voudrais juste pour le coup moi profiter de cette question parce que je ne vous ai pas beaucoup parlé de Carrefour, mais c'est vrai que le peer-to-peer c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et nous chez Carrefour on investit massivement sur cette dynamique maintenant. On en a une plateforme qu'on en a mis en place pour que le partage se fasse facilement au niveau des magasins. Il y a des communautés qui sont des communautés soit structurées du coup par nous, avec un community manager qui va commencer à animer ce partage, parce que quelque part dans la distribution, étant donné des réseaux qui étaient très distribués dans le temps et très c'était le point de vente qui avait la main sur beaucoup de choses, ça crée une richesse quand même extraordinaire. Et il y avait cette habitude quelque part ancrée dans ces communautés de partager 70% du transfert des compétences, ça se faisait quand même là, dans le peer-to-peer, directement sur le point de vente, entre deux personnes. Donc ce qu'on essaie, c'est de faciliter cet échange par le biais de cette plateforme. Et ça, c'est quelque chose qu'on insistera beaucoup dans l'avenir. Après, moi, je crois beaucoup aussi à la notion de open innovation, c'est-à-dire que moi, je ne vois pas du tout LinkedIn comme étant un concurrent. Pour moi, c'est un partenaire que je peux venir travailler avec dans ma communauté de leaders demain et de dire est-ce qu'on peut travailler ensemble pour faciliter les échanges de mes leaders ou de mes patrons de magasins, dans lequel on partage là encore des bonnes pratiques, voire même qu'on accompagne si y a des problèmes de formation, notamment avec Linda, par exemple, qu'ils ont acheté récemment, et qui seraient efficaces dans leur accompagnement. Donc, je pense qu'il faut vraiment imaginer, je pense que les outils de marketing sont de plus en plus appelés à venir nous aider dans la formation, à intéresser nos collaborateurs à la formation, et de faire en sorte qu'on parle, de la même façon qu'on parle de customer experience, qu'on parle aussi de learner experience, et qu'on fasse ça au bon moment, au bon endroit, avec les bons outils. Donc voilà, peer-to-peer, quelque chose qui est assez passionnant. Alors, moi je me tourne encore une fois vers nos participants de cette table ronde, notre Dream Team, je vous avais promis, vous avez vu, elle est sur en même temps. Donc je vous demanderai de bien applaudir notre panel. Et merci évidemment aussi aux organisateurs pour nous avoir proposé et nous avoir accueillis ici. On est ravis d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci infiniment Alison, c'était passionnant et merci encore aux intervenants.